Et en fait, Michel Friseau, c'est quelqu'un qui m'a... moi, j'ai connu, comme personne, je le connais directement, quand j'étais étudiante par la Nouvelle Histoire de la photographie qui était parue en 1994, qui était l'époque où j'étais étudiante en école de photo, et c'était un peu notre Bible. Et ce qui était assez drôle dans ce livre-là, c'est qu'il y avait le dernier chapitre du livre, le chapitre 42, tout à la fin, qui m'intriguait énormément, que je n'avais pas trop compris, qui parlait de la photo d'amateur, qui parlait de la photo trouvée. Et en 1994, c'était la seule personne qui parlait de ça. Et je ne comprenais pas bien ce truc-là, je dois dire. Et puis après, j'ai continué mes études. Et en fait, aujourd'hui, je suis restauratrice de photographie, donc je travaille plutôt sur le patrimoine. Et petit à petit, la pratique de ce que je voyais, mon travail avec les institutions, a fait que j'ai trouvé un petit peu frustrant ce sur quoi je travaillais, parce que je travaille plutôt sur des fonds un peu prestigieux, alors c'est super. Mais finalement, la photographie qui m'intéressait en tant que photographe, c'était pas vraiment ça. C'était moi des toutes petites choses. J'ai plutôt travaillé un peu, je sais pas si ça s'appelait encore comme ça, mais qu'on appelait la photo Povera, avec des petits appareils un peu tout pourris, avec etc. En fait, je travaillais beaucoup sur vraiment la sensation. Enfin, je sais pas si c'est le terme, mais la sensation que peut susciter un petit bout de photo déchiré, un truc qu'on trouve au fond de la poubelle, etc. Et voilà, puis j'ai un petit peu arrêté de photographier, et puis quand j'ai vu ce livre-là, puis j'ai lu des articles petit à petit, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il y avait quelqu'un, je reliais comme ça à ce chapitre que j'avais pas trop bien compris à l'époque, qui se penchait, en fait, son propos c'est de se pencher et de collecter depuis des années tout ce qui n'intéresse personne, en fait. Voilà. Et petit à petit, c'est vraiment un précurseur, en fait, de ce qui est intéressant aujourd'hui. Et donc ce livre-là, c'est une sorte de présentation de toutes ces collectes qu'il a fait pendant des années, que moi j'ai fait un peu, mais pareil, de façon un peu inconsciente, et j'ai collecté des choses, etc. Et du coup, je me suis dit, ça va, je suis pas la seule, je suis pas la seule. Et puis là, il y avait un sens, en fait, c'est que dans ce livre-là, il y a une présentation, il y a un texte vraiment très très intéressant où il parle de toute cette démarche de collecte et pourquoi quel intérêt ça a, comment il l'a fait. Donc il y a pas mal il y a des photos de paysages, il y a des photos anciennes, des photos modernes, des choses en fait il parle aussi un terme que j'aime bien, c'est les photos désaffectées, c'est-à-dire que beaucoup de ces photos-là n'ont pas de légende, n'ont pas de contexte, donc en fait n'intéressent pas les collectionneurs, les institutions principalement. Et moi, c'est un sujet qui me préoccupe un peu, parce que c'est vrai que dans les institutions, on collecte des photos, finalement pour leur contexte en fait, et aussi pour ce qu'elles disent, mais il y a tout un pan de la photographie qui est énorme en fait, qui est vraiment ignoré, à part dans quelques collections comme le musée de Chalon-sur-Saône. François Cheval, il a vraiment travaillé à la collecte dans ce sens-là. Et voilà, et ce livre-là, alors ça commence par des photographies qui sont plutôt anciennes, donc il y a une certaine esthétique qui fait que ça serait des photos qui seraient peut-être collectées par cette esthétique et par l'histoire déjà du procédé, etc. Et puis petit à petit, quand on avance dans le livre, on a des choses beaucoup plus étranges. Il y a des télescopages aussi que je trouve assez intéressants entre les images. Cette photo qui a fait la couverture que je trouve assez fascinante, parce qu'elle me fait penser... En fait, c'est aussi le lien avec toute l'histoire de la photographie. Je pense que c'est pas anodin. Voilà. Et celle-là, elle me fait vraiment penser à ces photos d'Hiroshima avec la montre arrêtée de je sais plus quel photographe japonais. Alors je sais plus si on voit une main ou... Oui, il y a Koudelka, mais il y a aussi une photo au Japon en fait, avec une montre arrêtée. Voilà. Oui, je pense que c'est un selfie fait avec sans doute un body flash, un truc comme ça. On ne comprend pas très bien, enfin, on la voit mieux là. Voilà. Aucune explication, on ne sait pas du tout, et lui-même non plus, c'est des choses qui ont été trouvées sur un marché aux puces. Et bon, avec ce titre, enfin, je trouve que c'est vraiment la photographie qui correspond sans doute le mieux au titre. Et voilà, moi ça me permet aussi, ce livre-là, d'essayer de convaincre les gens avec qui je travaille que certains fonds devraient aussi rentrer dans des institutions, devraient être sauvegardés, devraient être collectés. C'est un petit peu difficile, je veux dire, quand on tombe sur des fonds comme ça.
Mais elles sont là, elles existent, elles retiennent le regard et rien que pour ça, il y a aussi cet intérêt. Donc c'est vrai que quand c'est Michel Friseau qui les collecte, ça a beaucoup plus de poids que quand c'est moi, par exemple. Mais bon, ça permet quand même... Est-ce que tu connais un bouquin, c'est les années 80, de Pierre de Féneuil, ouais. sur la photographie amateur, ça dit quelque chose? Pierre de Féneuil, oui, mais celui sur la photographie amateur, non. À Beaubourg, là, sur ouais. qui a été confié, il avait fait paraître un bouquin où il a trouvé ça. D'accord. Oui, c'est très proche. Ah oui, oui. Et puis années 80, c'est pareil, c'est très tôt, quoi, sur des... Voilà. C'est quelqu'un qui avait un regard assez sur des pratiques assez différenciées, on peut passer l'occasion. Voilà. Et là-dedans, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des photos comme celle-ci, par exemple, qui... C'est pareil, c'est une photo trouvée, puis en même temps, ça se trouverait dans un fond, dans une série d'un photographe, c'est une photo très esthétique. Et à partir du moment où elle se trouve toute seule, moi je trouve que ça interroge beaucoup. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que pour moi vraiment l'essence de la photographie. C'est-à-dire que après avoir fait des études de photo où on parlait beaucoup d'art, je me suis retrouvée dans un domaine où on est beaucoup plus sur finalement du documentaire parce que c'est plus ça qui est quand même conservé à part les musées des beaux-arts. Hein. Je travaille beaucoup pour les archives, etc. Et donc, et puis après j'ai travaillé un peu pour des collectionneurs et évidemment chacun, je suis sur un champ très très large, chacun a sa définition, chacun a ses critères, etc. Et en fait, en gros, mon travail et puis des gens comme Friseau, ça m'a vraiment fait... en fait, ça a continué de me former sur ce qu'on enseignait de la photographie il y a 20 ans, ce qu'on voit aujourd'hui, les recherches, l'évolution, enfin l'histoire de la photographie, elle a une évolution passionnante en ce moment et qui fait... Je pense qu'ici tout le monde en est convaincu, mais que c'est juste autre chose que de l'art, c'est juste autre chose que du document, c'est juste autre chose que du souvenir, ça l'est aussi, mais c'est toutes ces fonctions à la fois et je trouve qu'on est peut-être dans un monde où finalement la photographie elle n'est pas encore détachée complètement notamment de l'art, mais notamment du document et que plus j'avance et plus pour moi c'est vraiment juste quelque chose d'autre, quoi. En fait c'est une autre catégorie et je ne crois pas que ça soit c'est François Cheval, l'ancien directeur du musée de Châlons, qui disait que l'art en photographie, c'était même pas 5% de la production et tout le reste n'était pas vraiment considéré ou défini ou accepté. Et pourtant, il y a des retours un petit peu sur tout cet ensemble. Alors, j'ai juste j'ai mis quelques marques là comme ça quand je suis venue. Ce qui m'intéresse, ces photographies-là, par exemple, alors moi, je suis très aussi dans une volonté de faire comprendre l'importance des originaux, parce que je travaille dessus, de la matérialité, des différentes des formats, des utilisations du type de tirage, pourquoi on a tiré sur tel papier, pourquoi on l'a pas tiré, pourquoi c'est resté un négatif, etc. Et qui est peu, en fait, plus on numérise, et je suis pas du tout contre le numérique parce que je pense que ça, pour la photographie patrimoniale, ça permet la diffusion, le partage, la connaissance, etc. Mais en fait, je milite beaucoup pour la reconnaissance de la spécificité de l'original et de l'importance de la matière, qui pour moi est c'est 50% de la photographie, plus ou moins, je sais pas. Mais qu'on a des images, on a des photographies. Et celles-ci, ces deux photographies-là, elles sont intéressantes pour moi parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur des fonds de négatifs et de tirages. Et typiquement, beaucoup de photographies, des portraits de studio étaient prises de façon chez des photographes qui n'avaient pas des appareils de très bonne qualité, se mettaient assez loin du sujet, puis recadraient pour le tirage. Et on a une grande différence entre la photographie de gauche, par exemple, c'est typiquement le tirage qui aura été fait est forcément recadré. Et les fonds négatifs, je les trouve absolument fabuleux parce qu'il y a plein d'autres choses autour. Ça désacralise un petit peu les poses. Il y a souvent des gens qui regardent sur les côtés, qui attendent leur tour, etc. Et voilà, quand j'ai vu que Michel Friseau les avait sélectionnés, j'ai trouvé ça super intéressant. Un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi, en fait, là, c'est cette photographie ici, dans des photographies de groupe, je pense photographies de mariage. Pareil, très souvent, on a des très belles photographies, des négatifs en grand format, ce qui permet d'aller fouiller pas mal dans l'image. Et moi, j'aime bien aller regarder un petit peu partout. Et il y a beaucoup de photographies où il y a une fenêtre au-dessus avec quelqu'un qui regarde et qui ne sera pas sur la photo finale. En fait, personne ne l'aura vu. Et c'est simplement quand on a accès au négatif, on a tous ces petits détails.
C'est pas forcément le cas de cette photo-là, mais c'est le cas de beaucoup de photos que j'ai vues, notamment de photos de mariage. Tous les petits détails, le sac qu'on a posé sur le bord de la fenêtre, parce qu'on va poser, et puis ça sera recoupé au montage. C'est des petites choses vivantes, en fait, là-dedans. Toutes ces photographies aussi, là, c'était cette photographie ici, qui était toute la photographie ratée aussi, qui est quelque chose que je trouve assez émouvant, et en même temps, c'est des photographies ratées, mais qui n'ont pas été jetées, ceci dit, parce que souvent, on ne les voit juste pas, les photographies ratées, elles finissent à la poubelle dans le laboratoire. Et dans les fonds familiaux, notamment, j'ai un petit peu travaillé sur la thématique de l'album photo, et on voit qu'il y a certaines photographies objectivement complètement ratées, complètement floues, qui figurent quand même aussi, qui ont quand même été sélectionnées. Donc je trouve intéressant sur le lien sentimental aussi à une image qu'on met, parce qu'on n'a pas réussi à la faire, mais elle est importante. À la limite, ça va me permettre juste de rebondir un peu sur l'image fantôme, mais je laisserai Guillaume aussi en parler. On n'a pas fait le même, voilà. L'image fantôme, c'est sans doute un des premiers bouquins que j'ai lu, vraiment, qui soit pas une histoire de la photographie, qui soit un texte littéraire en fait sur la photographie. Puisque c'est un bouquin, j'ai la date, hein, je l'avais acheté en 94, donc voilà, ça fait plus de 20 ans. Et un truc qui m'intéresse, ça doit être mon côté archive aussi, c'est qu'en ce moment, bon, peut-être parce que je me suis remise à faire de la photographie aussi, je redécouvre en fait des livres que j'ai lus il y a 20-25 ans et que j'ai lus dans un autre contexte. J'étais très jeune, j'étais dans un cursus d'étudiant, donc il faut lire des livres, il y a tout ce truc-là. Et puis après, aujourd'hui, c'est de les lire pour le plaisir, de voir qu'en fait, on a vachement oublié ce qu'on a lu il y a 20 ans, et de voir qu'on les lit complètement différemment. J'aurais pu ramener, un des premiers livres que j'ai relu comme ça, c'était La Chambre claire de Barthes, qui est vraiment un truc évident. Et quand je l'ai lu, j'ai pas du tout lu de la même façon que je l'avais lu un peu de façon scolaire. Et j'aurais pu en parler aussi, mais je ne vais juste pas détailler. C'est juste que, en fait, il m'a fait rire et j'ai trouvé des passages drôles, alors que j'avais pas du tout vu le côté drôle de Roland Barthes. Mais certains passages sont très très drôles en fait dans ce livre-là, et j'avais pas du tout le recul à l'époque pour le lire comme ça. Et j'ai relu récemment L'image fantôme qui m'a... Je comprends aussi aujourd'hui pourquoi il m'a plu à l'époque, pourquoi ça m'a donné envie de lire d'autres choses. Et notamment, il a un très beau texte. En fait, il y a un texte que je ne vais pas vous lire, mais qui s'appelle L'image parfaite. Et en relisant, en fait, j'ai pris les notes, on ne les voit pas, mais j'ai gardé les notes que j'avais faites il y a 20 ans, puis j'ai repris des notes d'une autre façon pour me dire si je le relis dans 20 ans, on verra aussi l'évolution. Et cette image-là faisait partie des textes que j'avais un petit marque-page à l'époque, et puis j'ai repris exactement la même chose. Et pour revenir aux images ratées, c'est un texte qui parle d'une image qu'il n'a pas pu faire, en fait, parce qu'il n'avait pas d'appareil photo, de la frustration à certains moments, parce qu'on est là, et là c'est vraiment, là on parle vraiment d'un paysage, d'un bord de mer, et il y a un lieu, il y a des gens, il y a des choses qui se font à un moment donné. Tu le lises ? Moi c'était celui que j'avais choisi. C'est celui que tu avais choisi? Bah, tu pourras le lire. Deux lectures. Tu le lis. Tu le lis, enfin, c'est bon, parce qu'après je parlais aussi d'un autre livre. Il est court, donc pas vous le lire. Ben après je peux le lire, hein, mais il est vachement... Moi il m'a beaucoup plu parce qu'il m'a aussi renvoyé au fait de ne pas avoir fait de photos pendant longtemps. Et en lisant ce texte-là, et puis en réfléchissant sur ce fait d'arrêter de faire des photos, est-ce que je suis toujours photographe? Je me disais pas photographe, puis je me dis en fait on le reste toujours, je crois, quand on en a envie. Et ce truc sur la photo qui n'a pas été fait, je me suis rendu compte que pendant très longtemps en fait, j'ai fait des photos sans appareil. Je suis la seule à les avoir en tête. Et aussi parce qu'il y a des moments où je ne l'ai pas, ou alors parce qu'on ne peut pas la faire. Hier soir, je voulais photographier la lune, il y avait un super beau ciel avec des nuages, et puis en fait, je ne peux pas parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Moi, j'avais assez avec mes yeux, mais pas... Donc voilà, tout ce truc aussi sur ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc je peux le lire, parce qu'après, je ne sais pas, dans les autres images que j'avais retenues, je vous en passe quelques-unes. Enfin, c'est un livre qui se lit un peu aussi comme c'est un pot pourri, c'est un poème, c'est des références à des tas de... Voilà. Moi, je me balade beaucoup dans ce livre-là parce que ça me fait penser à beaucoup d'autres choses. Voilà. Un de mes dadas aussi, celle-ci, c'est la photo dans la photo. C'est quelqu'un qui présente une photo, on ne voit pas du tout ce qu'il y a dessus, mais c'est des thèmes aussi un peu récurrents. C'est sûrement très important, elle est sûrement très importante cette photo puisqu'il la montre, et on n'en saura pas plus en même temps. Et je vois quelques autres images. Bon, celle-ci, on ne la voit pas trop, c'était des images avec des rajouts, des photos qui étaient recollées par-dessus. Je ne sais pas, est-ce que je vous lis le texte du coup? Je vais finir là-dessus. C'est un peu décousu, mais il y a aussi un lien. Voilà, ça s'appelle L'image parfaite. Île d'Elbe, août 1979.
Je mène ici une vie de convalescent, désarçonné par le manque d'activité. Je reste seule tout l'après-midi dans cette sacristie aménagée en chambre, tandis que les autres sont partis à la plage. Je rêvasse, je m'endors, je lis un peu. Je tente d'écrire sans grande envie. Rien à portée de ma main. Commence à me venir comme un mal insidieux la frustration de ne pouvoir photographier. J'ai pensé me défaire de cet appareil, le donner, le ranger à jamais. Mais ce matin, comme le sirocco souffle fort et doit déchaîner une tempête sur la mer, nous descendons en voiture à Rio Marina pour voir les vagues le long de la jetée. Et sitôt arrivé, je suis saisie par une vision dont je sens la fragilité et que j'enrage de ne pouvoir prendre. Je bouillonne de n'avoir pas sur moi l'instrument nécessaire jusqu'à ce que la vision se décompose, s'émiette un peu avant de se transformer tout à fait en regret. Entre la jetée et un autre remblai de pierres se trouve une mince bande de plage où la mer s'abat, et dans cette tonalité grise légèrement bleutée, très éclatante en intensité, sous la grande masse écumeuse, sont alignés à une certaine distance l'un de l'autre, face au front de l'eau, 4 jeunes garçons qui affrontent les vagues et se laissent rouler par elles. Pourquoi ai-je envie de photographier cela ? Cela revient à demander pourquoi est-ce que je trouve cette vision parfaite ? En regardant cette scène, il faut dire que je vois déjà la photo qui la représenterait et l'abstraction qui automatiquement s'effectuerait, détachant ces 4 garçons dans une espèce d'irréalité sous leur bloc écumeux. D'abord, il y a cette intensité éclatante, presque blanche, déjà abstraite de la tempête, de cet air chaud, le sirocco, qui entête, endort et provoque, dit-on, des rêves meurtriers. Puis il y a que ces 4 garçons en contrebas forment malgré eux, avec la distance qui m'en sépare, un tableau étrange, à l'ordonnance parfaite. Étrange leur nudité dorsale, maigre, enveloppée de graisse pour l'un d'eux, et surmontée pour un autre d'un bonnet de bain en plastique qui moule sa tête. Parfait leur alignement, l'équidistance qui les sépare sur cette mince bande de plage. Mais bientôt la vision en s'émiettant perd de sa perfection. Le garçon gros, justement, a quitté l'eau, est remonté sur la plage pour s'essuyer et changer de maillot. Il ne reste plus que 2 garçons dans la frange écumeuse, dont celui qui porte ce bonnet de bain, et le tableau est déjà plus banal. L'ordonnance, l'équidistance est brisée, la masse de graisse a disparu, et déjà me vient le regret de n'avoir pu captiver l'instant passé, la composition parfaite. Je pourrais revenir le lendemain à la même heure si le sirocco continue à souffler, et des gens certainement se rouleront encore dans ces vagues, l'intensité lumineuse sera la même, mais je sais bien que ce tableau est perdu et que je ne pourrai retrouver cette émotion. Même si je ne désespère pas que les 4 garçons puissent revenir le lendemain exactement semblables pour prêter leur silhouette à ma captivité, ce dont je doute évidemment. Je peux imaginer que cette vision recomposée ne me ravira plus de la même façon, ni avec autant de force, car elle aura eu le temps de faire son chemin dans ma tête, de s'y cristalliser en images parfaites. L'abstraction photographique se sera effectuée toute seule, sur la plaque sensible de la mémoire, puis développée et révélée par l'écriture, que je n'ai d'abord mise en train que pour me défaire de mon regret photographique. Il me semble maintenant que ce travail de l'écriture a dépassé et enrichi la transcription photographique immédiate, et que si je tentais demain de retrouver la vision réelle pour la photographier, elle me semblerait pauvre. Si je l'avais photographiée immédiatement, et si la photo s'était révélée bonne, c'est-à-dire assez fidèle au souvenir de l'émotion, elle m'appartiendrait. Mais l'acte photographique aurait oblitéré justement tout souvenir de l'émotion, car la photographie est une pratique englobeuse et oublieuse, tandis que l'écriture, qu'elle ne peut que bloquer, est une pratique mélancolique, et la vision m'aurait été retournée sous forme de photographie, comme un objet égaré qui pourrait porter mon nom, que je pourrais m'attribuer, mais qui me resterait à jamais étranger, comme l'objet, autrefois intime, d'un amnésique.